Ce qui vient de se passer aux États-Unis est beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Et le pire, la plupart des gens n'y prêtent même pas attention. Pas encore. Ces derniers jours, de nouvelles données économiques sont tombées. Des chiffres froids, techniques, presque ennuyeux à première vue. Mais quand on les regarde de plus près, ils racontent une toute autre histoire. Une histoire que les marchés redoutent. Une histoire que les gouvernements surveillent de très près. Et surtout, une histoire qui ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vu avant les grandes crises. Parce que oui, il faut être clair, on ne parle pas ici d'un simple ralentissement. On ne parle pas d'une petite correction passagère. Non, on parle de signaux faibles qui commencent à s'aligner. Et quand ces signaux s'alignent, historiquement, ça ne finit jamais bien. Le problème, c'est que tout semblait aller à peu près bien. Les États-Unis tenaient haut et bon, l'économie résistait. Le marché du travail restait solide. C'était même devenu une sorte de miracle économique. Beaucoup pensaient que la récession avait été évitée, que le pire était derrière nous. Mais justement, c'est souvent au moment où tout semble sous contrôle que les choses basculent. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Les chiffres récents ne crient pas encore crise. Non, ils murmurent. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que les grandes crises ne commencent jamais par un choc brutal. Elles commencent comme ça, par des signaux discrets, par des anomalies, par des détails que peu de gens prennent au sérieux. Et aujourd'hui, ces détails sont en train de s'accumuler. Un indicateur qui flanche, puis un autre, puis un troisième. Pris séparément, ce n'est rien. Mais mis ensemble, ça commence à dessiner une tendance. Et cette tendance, elle est inquiétante, très inquiétante. Parce qu'elle remet en question tout le scénario optimiste qu'on nous vendait depuis des mois. Une inflation qui ralentit, une croissance qui tient, une économie qui atterrit en douceur. Ce fameux soft landing dont tout le monde parlait. Mais si ce scénario était en train de s'effondrer, si, en réalité, on avait simplement retardé l'inévitable, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces nouvelles données ne sont pas isolées. Elles arrivent dans un contexte déjà fragile. Des taux d'intérêt élevés depuis longtemps, une dette massive, des consommateurs sous pression et des entreprises qui commencent à ralentir. En clair, un terrain déjà instable. Alors quand de mauvais signaux apparaissent dans ce contexte, ce n'est jamais anodin. Et pourtant, pour l'instant, pas de panique générale. Pas de gros titres alarmistes partout. Pas encore. Et c'est précisément ce moment-là qui est le plus dangereux. Parce que c'est le moment où les marchés hésitent, les investisseurs doutent et où tout peut basculer très vite. Alors la vraie question, ce n'est pas « est-ce que c'est grave ?» La vraie question, c'est « est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand ?» Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble ce que disent réellement ces chiffres, pourquoi ils inquiètent autant et surtout, ce que ça pourrait changer pour vous. Parce que oui, même si tout commence aux États-Unis, les conséquences, elles, peuvent être mondiales. Et ce que vous allez comprendre pourrait bien changer votre façon de voir l'économie actuelle. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Parce que derrière les titres alarmants, il y a des chiffres très concrets. Et ce sont eux qui racontent vraiment ce qui est en train de se passer. Premier élément clé, la consommation des ménages ralentit. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que l'économie américaine repose en grande partie sur ça. Près de 70% de la croissance vient de la consommation. Autrement dit, si les Américains dépensent moins, toute la machine ralentit. Et justement, les dernières données montrent un changement de comportement. Les ménages commencent à arbitrer. Moins d'achats impulsifs, plus d'épargne de précaution. Et surtout, une baisse sur les dépenses non essentielles. Ce n'est pas encore un effondrement, mais c'est un signal clair. La confiance commence à se fissurer. Deuxième signal, encore plus sensible, le marché du travail. Pendant des mois, c'était le pilier de l'économie. Un marché ultra solide avec des créations d'emplois fortes, un chômage historiquement bas, des salaires en hausse. Bref, tout ce qu'il faut pour soutenir la consommation. Mais aujourd'hui, les premières fissures apparaissent.
On observe une baisse du rythme des embauches, une augmentation progressive des licenciements dans certains secteurs et surtout moins d'offres d'emploi disponibles. Et ça, c'est crucial. Parce que le marché du travail fonctionne comme un effet domino. Moins d'embauches, moins de revenus, moins de consommation, ralentissement global. C'est un cercle. Et une fois qu'il démarre, il est très difficile à arrêter. Troisième élément inquiétant, les entreprises commencent à ralentir. Face à des coûts élevés et une demande plus incertaine, elles s'adaptent. Comment? Elles investissent moins, elles embauchent moins, et parfois, elles réduisent leurs effectifs. Certaines grandes entreprises ont déjà commencé à envoyer des signaux, pas forcément spectaculaires, mais suffisamment clairs pour inquiéter les marchés. Des plans de réduction de coûts, des prévisions revues à la baisse, une prudence accrue dans les discours, et ce genre de changement, c'est rarement anodin. Quatrième facteur, les taux d'intérêt restent élevés. Et ça, c'est un poids énorme sur toute l'économie. Concrètement, les crédits immobiliers coûtent de plus cher, les prêts à la consommation sont plus difficiles, les entreprises paient de plus pour se financer. Résultat, tout ralentit mécaniquement. Moins d'achats immobiliers, moins d'investissements, moins de projets. Et ce qui complique encore plus la situation, c'est que ces effets prennent du temps à se faire sentir. On appelle ça un effet retard. Les hausses de taux décidées il y a des mois continuent encore aujourd'hui à freiner l'économie. Enfin, dernier point, l'inflation n'a pas complètement disparu. Elle a ralenti, oui, mais elle reste suffisamment élevée pour peser sur le pouvoir d'achat. Et ça crée une situation très particulière. Les ménages paient toujours cher, mais leurs revenus progressent moins vite et leurs conditions de crédit sont plus dures. En résumé, tout commence à ralentir. En même temps, la consommation, l'emploi, les investissements, le crédit pris séparément, ces signaux pourraient sembler gérables, mais ensemble, ils forment un enchaînement beaucoup plus préoccupant. Et c'est exactement ce que les marchés sont en train de surveiller de très près. Parce que l'histoire économique est claire sur un point. Ce type d'alignement précède souvent un basculement. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est ce que ça implique pour la suite. Et c'est justement ce qu'on va décrypter maintenant. Parce que derrière ces chiffres se cache un problème beaucoup plus profond. À ce stade, on pourrait se dire « Ok, l'économie ralentit, mais c'est normal, non ? Après tout, les cycles économiques, ça existe. Expansion, ralentissement, reprise, rien de nouveau. Sauf que cette fois, le problème est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus dangereux. Ce qui inquiète réellement les économistes aujourd'hui, ce n'est pas seulement le ralentissement, c'est le contexte dans lequel il arrive. Parce que normalement, quand l'économie commence à ralentir, les banques centrales interviennent. Elles baissent les taux d'intérêt, injectent de la liquidité et relancent la machine. C'est le scénario classique. Mais aujourd'hui, ce scénario ne fonctionne plus aussi simplement. Pourquoi? À cause de l'inflation. Même si elle a ralenti, elle reste encore au-dessus des niveaux considérés comme sains. Et ça change tout. Parce que la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, se retrouve face à un dilemme. Un vrai. Si elle baisse les taux trop tôt, le crédit repart, la demande repart, et l'inflation risque de repartir aussi. Autrement dit, elle annule tous les efforts faits pour la contrôler. Mais à l'inverse, si elle maintient des taux élevés trop longtemps, le crédit reste cher, l'économie continue de ralentir, et le risque de récession augmente fortement. Et c'est là qu'on entre dans une zone très délicate. Une zone que les économistes appellent parfois un piège. Un piège où chaque décision a un coût. Chaque option comporte un risque et aucune solution n'est vraiment idéale. Historiquement, ce type de situation a un nom. Un atterrissage raté. Au lieu d'un ralentissement contrôlé, l'économie bascule. Et ce n'est pas juste une théorie. On a déjà vu ce scénario dans le passé. Des périodes où les banques centrales ont trop tardé, ou au contraire, ont agi trop tôt et ont déclenché exactement ce qu'elles voulaient éviter. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre facteur aggravant. Le niveau d'endettement. Les États-Unis, comme beaucoup d'économies,
sont très endettés. Dette publique élevée, entreprises endettées, ménages aussi dans certains cas. Et quand les taux sont élevés, cette dette devient beaucoup plus lourde à supporter. Concrètement, les entreprises doivent de consacrer plus d'argent au remboursement. Les ménages voient leur mensualité augmenter. L'État lui-même paie plus cher sa dette. Résultat, moins d'argent pour consommer, investir ou relancer l'économie. C'est un effet silencieux, mais extrêmement puissant. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y a aussi la psychologie. Oui, la psychologie. La confiance. Une économie, ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi ce que les consommateurs ressentent, ce que les entreprises anticipent, ce que les investisseurs croient. Et aujourd'hui, cette confiance commence à vaciller. Les ménages deviennent plus prudents. Les entreprises deviennent plus frileuses. Les marchés deviennent plus nerveux. Et ça, c'est dangereux, parce que la confiance fonctionne comme un amplificateur. Quand elle est forte, elle booste l'économie. Quand elle chute, elle accélère le ralentissement. C'est un effet boule de neige. Et c'est exactement ce qui commence à se dessiner. Alors, si on résume, une économie qui ralentit, des taux encore élevés, une inflation pas totalement maîtrisée, une dette lourde et une confiance qui s'érode. Pris séparément, ces éléments sont gérables. Mais ensemble, ils créent un terrain extrêmement instable. Et c'est pour ça que certains analystes commencent à tirer la sonnette d'alarme. Pas forcément en parlant de crise imminente, mais plutôt d'un risque croissant de basculement. Parce que dans ce genre de configuration, il suffit parfois d'un déclencheur, un choc extérieur, une mauvaise décision, un événement inattendu, et tout peut s'accélérer. Très vite, alors non, rien n'est encore joué. Mais une chose est sûre, le scénario parfait que beaucoup espéraient est de plus en plus fragile. Et maintenant, la vraie question devient, si ça dérape, qui sera impacté en premier? Et surtout, jusqu'où ça peut aller? C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. À ce stade, vous pourriez vous dire, d'accord, mais tout ça, c'est aux États-Unis. En quoi ça me concerne, moi? Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose essentielle. L'économie américaine n'est pas une économie comme les autres. C'est le cœur du système mondial. Les États-Unis, c'est la première puissance économique, le centre des marchés financiers, et surtout, la référence pour une grande partie du commerce mondial. Et au centre de tout ça, il y a une pièce maîtresse, le dollar américain. C'est la monnaie dominante dans le monde. Les échanges internationaux, les matières premières, les investissements. Tout passe, directement ou indirectement, par le dollar. Donc quand l'économie américaine ralentit, ce n'est jamais un problème local, c'est une onde de choc. Première conséquence, les marchés financiers mondiaux deviennent instables. Wall Street baisse, les bourses européennes suivent, les investisseurs paniquent aux États-Unis, le reste du monde devient plus prudent. Et ça a des effets très concrets. Moins d'investissement, plus de volatilité et une perte de confiance globale. Deuxième effet, le commerce mondial ralentit. Si les Américains consomment moins, ils importent moins. Les exportations des autres pays chutent. Les entreprises à l'international vendent moins. Et ça touche directement l'Europe, mais aussi l'Afrique, l'Asie et bien d'autres régions. Prenons un exemple simple. Une entreprise européenne qui exporte vers les États-Unis. Si la demande américaine baisse, ses ventes chutent, elle gagne moins d'argent et elle peut être amenée à réduire ses coûts. Ce qui veut dire moins d'embauches, voire des licenciements. Troisième impact, le coût de l'argent dans le monde entier. Quand les États-Unis maintiennent des taux élevés, les capitaux restent aux États-Unis. Les autres pays doivent s'aligner pour rester attractifs. Et donc, les taux restent élevés partout. Résultat, le crédit devient plus cher dans de nombreux pays, et ça freine l'immobilier, les investissements, la croissance, et en Europe justement, la situation est encore plus fragile. Pourquoi? Parce que l'économie européenne est déjà sous pression. On a une croissance faible, une industrie en difficulté, des coûts énergétiques élevés et une dépendance forte au commerce international. Donc, si les États-Unis ralentissent fortement,
L'Europe n'a pas beaucoup de marge pour encaisser le choc. Et ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de quotidien. Concrètement, ça peut se traduire par des prix qui restent élevés, des opportunités d'emploi plus rares, des entreprises plus prudentes et une économie globale plus lente. Autrement dit, ce qui se passe à des milliers de kilomètres peut finir par impacter directement votre vie. Et il y a un dernier point, souvent sous-estimé, l'effet domino. Quand une grande économie ralentit, elle entraîne les autres avec elle. Puis ces économies affaiblies en impactent d'autres. Et progressivement, c'est tout le système qui ralentit. C'est comme une chaîne. Et aujourd'hui, cette chaîne commence à se tendre. Alors non, encore une fois, on n'est pas face à un effondrement immédiat. Mais ce qu'on observe, c'est une fragilité globale qui augmente, et dans un monde aussi connecté que le nôtre. Une fragilité locale peut très vite devenir mondiale. La vraie question maintenant, ce n'est plus est-ce que ça va nous toucher, mais plutôt à quel point et à quelle vitesse. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la dernière partie. Parce que ce qui arrive ensuite pourrait bien marquer un tournant. Alors, est-ce qu'on est déjà en train d'entrer dans une crise? La réponse honnête, c'est non. Pas encore. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des signaux. Et dans l'histoire économique, les signaux sont souvent plus importants que les événements eux-mêmes. Parce qu'une crise ne commence jamais le jour où tout le monde en parle. Elle commence bien avant, dans le doute, dans les petits changements, dans ces détails que la majorité ignore. Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui, dans une phase d'incertitude. Les chiffres ralentissent, sans s'effondrer. Les marchés hésitent, sans paniquer. Les institutions surveillent, sans alerter officiellement. C'est une zone grise. Et cette zone est dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là que les erreurs se produisent. Des investisseurs qui sous-estiment les risques, des entreprises qui anticipent mal, des décisions politiques prises trop tard ou trop tôt. Et dans un système aussi interconnecté, une petite erreur peut déclencher une réaction en chaîne. C'est comme une fissure dans un barrage. Au début, elle est presque invisible, mais si la pression continue de monter, elle peut céder d'un coup. Aujourd'hui, la question n'est donc pas de savoir si tout va s'effondrer demain. La vraie question, c'est est-ce que toutes les conditions sont en train de se réunir? Et quand on regarde l'ensemble du tableau, un ralentissement économique, des taux élevés, une inflation encore présente, une dette massive, une confiance qui s'érode, on ne peut pas ignorer une chose. Le système devient plus fragile. Et dans un système fragile, les chocs ont toujours plus d'impact. Alors qu'est-ce qui pourrait déclencher le basculement? Ça peut être n'importe quoi. Une crise financière, une faillite majeure, un choc géopolitique, ou même une simple perte de confiance généralisée. Parce qu'au fond, l'économie repose sur une chose invisible, la croyance que tout va continuer à fonctionner. Le jour où cette croyance disparaît, tout s'accélère. Et c'est exactement pour ça que les marchés sont aussi sensibles aujourd'hui. Ils ne réagissent pas seulement à ce qui se passe, ils réagissent à ce qui pourrait se passer. Alors non, rien n'est encore écrit. Il est encore possible que l'économie ralentisse sans s'effondrer, l'inflation continue de baisser et que tout se stabilise progressivement. C'est le scénario idéal, celui que tout le monde espère. Mais plus les signaux négatifs s'accumulent, plus ce scénario devient difficile à maintenir. Et c'est là toute la tension actuelle. On est à un moment charnière, un moment où tout peut encore tenir, mais tout peut aussi basculer. Et l'histoire nous a montré une chose essentielle, les grands tournants économiques ne sont visibles qu'après coup. Quand ils arrivent, il est déjà trop tard pour réagir. Alors aujourd'hui, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de paniquer, c'est de comprendre, observer, anticiper, rester lucide, parce que dans les périodes comme celle-ci, ceux qui comprennent tôt sont toujours mieux préparés que les autres. Et vous êtes désormais au courant. La seule question qui reste maintenant,
c'est que va-t-il se passer ensuite? Et surtout, est-ce que nous sommes vraiment prêts à y faire face?